Mardi 29 juillet 2025, 210e jour de l'année, 31e semaine, Voyance Vacances, épisode 5, bonsoir chez vous. Bienvenue pour votre émission de Voyance en vacances. C'est votre module d'été de l'émission Voyage Voyance que vous retrouvez chaque mardi pendant une trentaine de minutes à 19h et ce jusqu'au 12 août. Et dans un instant, j'accueillerai ma chère Gaïa Minkela. Alors pour ces vacances, nous tournons en extérieur et nous voici aujourd'hui dans un lieu très particulier, empreint de spiritualité, de mystère et de mysticisme. Nous sommes au cimetière du Père-Lachaise. Ce soir, vous saurez tout sur ce lieu de recueillement, à la fois fascinant et poétique, où se mêlent nature et art funéraire. Quelle est l'origine du nom Père-Lachaise ? Comment a été choisi le site où elle a été créée? Quelles personnalités sont enterrées ici? Nous vous emmènerons au cœur du cimetière à la découverte justement de ces tombes les plus célèbres, les plus visitées ou les plus insolites. Comme chaque mardi, vous retrouverez votre rubrique l'astro du jour avec aujourd'hui le signe des lions et en bonus l'œil d'Angélique. Et puis bien sûr, vous aurez la visite, si on peut dire, de notre chère Gaïa Minkela qui va nous rejoindre dans un instant avec la consultation du jour. voyagevoyancetv@gmail.com pour nous envoyer des messages. Nous sommes diffusés bien sûr sur YouTube, vous le savez, et les replays sur Facebook, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, aujourd'hui, nous fêtons les Marthe et les Martha. Le prénom Marthe est d'origine araméenne. Il signifie dame et maîtresse de maison. Sœur de Lazare et de Marie de Béthanie, Marthe reçoit Jésus dans sa maison. Après la mort du Christ, elle s'en va porter la bonne nouvelle aux païens, probablement en Gaule. Maîtresse de maison, elle est toujours représentée avec des clés, une marmite et une louche. C'est la patronne des ménagères et des hôteliers. Les personnes nées aujourd'hui sont du signe du lion, premier décan. Et notre dicton du jour, mauvais temps le jour de Saint-Marthe, n'est rien car il faut qu'il parte. Alors, le cimetière du Père-Lachaise est le plus grand cimetière parisien et l'un des plus célèbres au monde. Situé dans le 20e arrondissement de Paris, il accueille chaque année plus de 3,5 millions de visiteurs, ce qui en fait le cimetière le plus visité au monde. De nombreuses personnalités politiques, militaires, scientifiques et artistiques y sont enterrées, ce qui accroît sa renommée. Alors, 5 entrées pour accéder au cimetière. L'entrée dite principale au 28 boulevard de Ménilmontant avec son portail hémicycle monumental à 2 pylônes de style néoclassique conçu par l'architecte Étienne Hippolyte Gode et inauguré en 1825. Il est orné de sabliers ailé en médaillons, de flambeaux et de guirlandes de fleurs et fermé par une lourde porte à 2 battants. 2 sentences bibliques latines y sont inscrites. Il y a également l'entrée porte du repos, située 16 rue du Repos. Ça ne s'invente pas, et oui, évidemment par allusion à l'expression repos éternel. L'entrée porte de la Réunion, l'entrée porte Gambetta et enfin la porte des Amandiers. Bonsoir Gaïa. Bonsoir Franck. Comment allez-vous? Très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre format d'été, le format court de Voyage Voyance. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ça fait qu'une semaine qu'on s'est quitté. Mais oui, mais ça fait long quand même. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire du Père-Lachaise et surtout l'origine de son nom? Alors vraiment pas. Non? Moi, j'ai honte, je n'ai aucune culture. Père-Lachaise, j'imagine que ça a un rapport quand même avec un prêtre. Peut-être. En tous les cas, pour l'instant, on va s'intéresser à l'origine. Conforama. À l'origine du lieu et du site. Alors, au départ, ça s'appelait Champ-l'Évêque. Ah. Ensuite, ça s'est appelé le Mont-aux-Vignes et c'est situé sur la colline de Charonne. Et ça prend le nom de Mont-Louis au XVIIe siècle, suite à l'acquisition du lieu par les Jésuites pour installer un lieu de repos et de convalescence. D'accord. François d'Aix de la Chaise, qui était prêtre confesseur du roi de France Louis XIV, en fut le plus illustre occupant. Effectivement, c'était un prêtre, considéré
considérée autrefois comme sacrée. La colline était un haut lieu énergétique. D'accord. Au temps des premières civilisations, les hommes, pour rendre hommage aux dieux, y ont érigé des pierres levées, le trait d'union entre le ciel et la terre. Et la terre. Ah, mais c'est très intéressant. Le 1er décembre 1780, Napoléon Bonaparte fait passer un décret interdisant les cimetières dans les villes. Il veut déplacer les cimetières à l'extérieur de Paris et procède à un grand nettoyage, entre guillemets. Il déclare « Chaque citoyen a le droit d'être enterré, quelle que soit sa race ou sa religion, mécréants, excommuniés, juifs, protestants, comédiens, prostituées, pauvres. » Ah, bah, ça fait du monde, hein. Ça fait du monde. Alors, au début du XVIIIe siècle, furent créés plusieurs nouveaux cimetières hors des limites de la capitale. Il y a le cimetière de Montmartre au nord, le cimetière de l'Est sur l'ancien territoire de Charonne, donc rattaché depuis au 20e arrondissement, à l'ouest. À l'ouest, il y a le cimetière de Passy et le cimetière du Montparnasse au sud, sur le territoire du Petit Montrouge, qui avant la création du 14e arrondissement. Et Batignolles, non? Alors les Batignolles, non. D'accord. C'était bien après. C'était bien après. Le préfet de Paris décréta l'affectation des 17 hectares de Montlouis à la création du cimetière de l'Est. La conception de celui-ci fut confiée à l'architecte néoclassique Alexandre Théodore Brongniart, celui qui a l'architecte du fameux palais Brongniart, le palais de la Bourse. Ça a été fait en 1803. Le cimetière fut ouvert le 21 mai 1804. Il compte environ 70 000 tombes et 26 000 cases de columbarium. La durée des concessions est de 10, 30, 50 ans ou perpétuelle. D'accord. Et ça coûte cher le mètre carré ou pas? C'est pas donné, hein. On va pas se mentir. En 1804, le Père-Lachaise n'accueillait que 13 tombes. Ah, c'était pas beaucoup. Et en 1817, pour redorer l'image du cimetière, le préfet de Paris organise le transfert des dépouilles d'Héloïse et de son époux Abélard dans un mausolée. C'est un couple légendaire du Moyen-Âge, les époux Abélard, célèbres pour leur histoire d'amour tragique et leur correspondance passionnée. Héloïse était une intellectuelle française du Moyen-Âge, chantre de l'amour libre, première écrivaine à affirmer et à définir la spécificité du désir féminin. Eh bien. Et Abélard, donc son mari, philosophe, théologien, inventeur du conceptualisme, poète et compositeur. Ah ben, et ensuite, ils étaient complémentaires tous les deux. Ils étaient complémentaires. Très bien. Donc c'était les premiers à être transférés là-bas. Les dépouilles de Molière et de La Fontaine sont aussi transférées par le préfet. De ce fait, en 1830, on décomptait 33 000 tombes. Et ils y sont toujours ou... Et ils y sont toujours. On va les découvrir tout à l'heure d'ailleurs. D'accord. Si vous voulez les découvrir, Molière et La Fontaine sont en division 25 et le couple Abélard en division 7. On va aller les voir tout à l'heure. Ah bon, parfait. C'est le moment de la question du jour, ma chère. Intéressant. Intéressant. J'espère. Tout au long de la saison, nous avons abordé des questions et des sujets très différents, très divers. Et cet été, on vous a proposé de revenir sur certains sujets, certaines questions. Il y en a des inédites aussi, quand même. Oui. Et aujourd'hui, on a fait un petit mix. Il y a eu ce genre de questions. Moi, j'ai rajouté un petit truc. Par exemple, on vous avait demandé est-ce que Gaïa peut être affectée ou touchée par l'écoute des autres. Quand quelqu'un vient vous consulter, souvent il y a souvent des questions, pas dramatiques, mais en tous les cas qui touchent un petit peu les gens, des questions personnelles. Bien sûr. Donc est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous atteint? Ou est-ce que vous arrivez à vraiment, comme je vous ai déjà entendu dire, fermer la boutique, mettre un rideau, on descend à la grille. Et est-ce que vous, déjà, après on abordera d'autres questions, est-ce que vous ressentez, vous êtes affecté par tout ça? Alors non. Pas par manque d'empathie, attention. Oui, bien sûr. Oui, mais en fait, moi, j'ai un petit peu j'ai une sorte de bouclier au-dessus de moi. Je transmets les messages, mais on ne me renvoie pas, sinon je serais dans un état épouvantable. C'est ça, je serais fatiguée tout le temps. Donc non, heureusement ça me glisse dessus. Après, en tant qu'être humain, bien évidemment, j'ai de l'empathie pour les gens et je comprends. Et en ayant moi-même quand même beaucoup de vécu, je me mets à la place de la personne. Mais ça ne peut pas m'atteindre directement.
D'accord. Et donc, pour rebondir sur l'histoire du bouclier et de la protection, ma deuxième question, est-ce que vous ressentez, quand vous n'êtes d'ailleurs pas forcément en consultation, est-ce que vous ressentez autour de vous les personnes que vous croisez, que vous côtoyez, est-ce que, sans forcément demander en plus quoi que ce soit, sans que la personne vous demande aussi? Alors ça m'arrive. Vous recevez des informations? Oui, c'est très rare, mais c'est surtout quand c'est des... quand il y a un danger. En fait, quand je sens que c'est une personne qui peut être dangereuse ou pour les choses mauvaises. Après, non, je vois évidemment à travers la personne si elle est triste, si elle est gaie, si elle a eu une vie difficile, mais je ne me concentre pas là-dessus. Mais ça m'arrive de temps en temps. D'accord. Et là, dans ce lieu, donc le cimetière, est-ce que, parce que votre spécialité, une de vos spécialités, c'est le contact avec les défunts. Est-ce que là, dans cette ambiance de cimetière, il y a des choses qui vous viennent forcément? Non? Non, pas du tout. Ah non? Non, je me concentre pas là-dessus. Et puis, je me dis qu'ils ont moins de problèmes que vous et moi, hein, finalement. Ils n'ont pas trop de questions à poser. Ah oui, bon. Et est-ce que Gaïa peut tout dire? Oui. Alors là, moi, je dis tout. Pour une consultation, tout. Même le négatif, même le négatif. Même si c'est grave, vous dites tout et il n'y a aucune retenue? Alors déjà, moi, je parle du principe que si on m'envoie un message, c'est que la personne en face de moi, elle est prête à l'entendre. Faut savoir aussi qu'on ne m'envoie jamais la mort des gens. D'accord. Il y a des voyantes qui sont spécialisées là-dedans, elles vont vous annoncer que des mauvaises nouvelles. Moi, on ne m'envoie pas la mort des gens, ni les accidents graves, les choses comme ça. Ah d'accord. Les maladies, oui, parce que ça peut aider à prévenir justement, afin d'éviter le décès. Mais en tout cas, dès qu'on m'envoie une information, je la transmets, parce que parfois une mauvaise nouvelle, c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Oui, ça peut permettre du coup de faire un peu changer le cours des choses. Non, alors, vous n'êtes pas trop, je sais, je l'ai déjà dit, mais ça vous peut n'êtes pas trop ça peut pas changer le destin des gens. Mais admettons, si je dis à une personne, effectivement, vous allez perdre votre emploi, mais attention, il y a autre chose de bien dans 3 mois, et vous allez être vraiment contente, ça va se vérifier. D'accord. Donc sur le moment, ça fait mal au cœur, on se dit ouais, j'ai perdu mon boulot. Et finalement, 3 mois après, elle va me rappeler en disant c'est super. Bon. Donc une mauvaise nouvelle, c'est pas toujours une mauvaise nouvelle. D'accord. Bah tant mieux. Et ben voilà, écoutez, merci pour ce tour d'horizon des questions, le fameux bouclier. Voilà. Voilà, donc vous arrivez à vraiment faire la part des choses en fait, c'est ça. C'est pas la dame de fer, hein, ni le dôme de fer, mais c'est un bouclier. Très bien, merci pour cette série de questions du jour. Alors, tout à l'heure on parlait de l'histoire du Père Lachaise, du cimetière, du lieu et du site. Donc là, on va s'intéresser plus précisément en quelques mots à François d'Aix de Lachaise. Lachaise, c'était en 2 mots, hein, la et chaise, avec un Z d'ailleurs, chaise. Ah d'accord. Et c'est lui donc qui a donné son nom à ce cimetière, François d'Aix de Lachaise, qui est né le 25 août 1624 au château d'Aix, près de Saint-Martin-la-Sauveté, qui est dans la Loire. C'est le fils de Georges d'Aix, seigneur de Lachaise, lui-même confesseur d'Henri IV. Et François donc de Lachaise entre très jeune dans l'ordre des Jésuites, où il se révéla rapidement par son dévouement et son érudition sans égale. Et reconnu très tôt pour ses qualités humaines et spirituelles, le Père Lachaise était également un prédicateur renommé, célèbre pour ses sermons éloquents et inspirants. Ah. Donc il avait des visions sûrement. Et oui, quelques-unes. Alors il s'engagea en faveur de la réconciliation entre l'Église catholique et les protestants et contribua ainsi à apaiser les tensions et à promouvoir la tolérance religieuse. Ça serait bien qu'il y ait de la tolérance religieuse de nos jours. Il faudrait qu'il revienne un petit peu. Il faudrait qu'il revienne parmi nous, c'est vrai. Ça ferait du bien. C'est en 1675 qu'il devient confesseur du roi Louis XIV. Il exerce sur celui-ci une influence modératrice dans la lutte contre le jansénisme. Il modère également l'action du roi lors de la révocation de l'édit de Nantes. En octobre 1685, il meurt le 20 janvier 1709 à Paris. À Paris, ben voilà. Et il est enterré au Père Lachaise? Et il n'est pas enterré au Père Lachaise, non. Oui, quel dommage. C'est dommage. Non, il est enterré dans la Loire, près de sa famille. Alors, prédicateur, sermon éloquent, vous faites des sermons éloquents, vous êtes une prédicatrice dans votre genre? Non, pas du tout. Je transmets juste les messages, c'est déjà pas mal. Bon. Moi, je donne des conseils de temps en temps qui sont plutôt positifs. Bon, voilà. Et ben voilà pour l'histoire de François d'Aix de Lachaise.
Alors, hormis les tombes, il y a de nombreux édifices religieux ou commémoratifs dans ce cimetière. Je vous propose de les découvrir. Il y a tout d'abord l'ensemble crématorium-columbarium. Alors, le crématorium est le premier construit en France. La première crémation a eu lieu le 30 janvier 1889. On y trouve une chapelle de style néo-byzantin composée d'une nef centrale flanquée de 2 bas-côtés. Le toit est composé d'un vaste dôme de briques et de grès, de 3 petites demi-coupoles et de 2 cheminées. Autour du crématorium se trouve le columbarium, composé d'un portique double partagé par un mur longitudinal formant 4 ailes séparées. Ces lieux sont conservés dans des niches les urnes cinéraires contenant les cendres des morts. Actuellement, le columbarium compte 26 606 cases. Le 17 janvier 1995, le columbarium et le crématorium sont inscrits aux monuments historiques. Il y a également la chapelle. Alors, à l'emplacement de la maison du père de Lachaise, Brongniart voulut construire une immense pyramide affectée aux cérémonies de tous les cultes chrétiens. Ce monument n'a finalement pas été retenu et la construction de la chapelle est confiée à l'architecte de la ville de Paris. Débutée en 1820, la construction s'achève à la fin de l'année 1823. Elle ne sera consacrée qu'en 1834. Elle se situe dans la division 55. Elle mesure 19 mètres de long, 10 mètres 32 de large et 12 mètres de hauteur sous voûte. Le monument comporte pour seule ouverture une porte. 4 pilastres d'ordre dorique soutiennent un entablement orné d'un fronton. La présence de cette chapelle dans le cimetière antérieurement à la loi de séparation des églises et de l'État explique ce lieu de culte catholique toujours en activité au sein d'un service public laïque. La chapelle est classée au monument historique le 14 novembre 1983. Et puis on y trouve également des monuments aux morts et des mémoriaux. Nombreux sont ces monuments et le plus connu, c'est sans doute le mur des fédérés. 147 fédérés combattants de la commune ont été fusillés par l'armée versaillaise à la fin de la semaine sanglante en mai 1871 et jetés dans une fosse commune ouverte au pied du mur. Depuis lors, il symbolise la lutte pour la liberté, la nation et les idéaux des communards. Le mur est donc à l'angle sud-est du cimetière, division 76. Et puis, le plus ancien monument est celui dédié aux victimes de juin, commémorant les victimes militaires de l'insurrection républicaine à Paris du 5 au 6 juin 1832. Datant de 1836, le monument se situe division 6. C'est l'heure de retrouver la consultation du jour, ma chère. Je suis concentrée. C'est vous qui travaillez. Alors, pour une fois. Nous allons appeler évidemment une personne qui s'est inscrite sur voyagevoyance.tv@gmail.com. Alors, est-ce que nous avons quelqu'un? Ça sonne en tous les cas. Ah, bon signe. C'est très bon signe. Allô? Oui, bonsoir chez vous. Bienvenue pour l'émission Voyance Vacances. Bonsoir. Quel est votre prénom? Lisa Mona. Ah, je me disais que je connaissais cette voix. Bah oui. Oui, bonjour Franck, bonjour Gaïa. Notre chère Lisa Mona, une fidèle parmi les fidèles, même en vacances alors. Oui, même en vacances. En vacances. Fidèle sur le chat aussi. Je vous suis même en vacances. Oui, oui, fidèle sur le chat, comme dirait Gaïa. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai, Falida. Alors, j'essaie de participer, oui, à l'émission. Mais c'est bien, parce qu'en plus, il y a des interventions, des questions très pertinentes. Oui, bien sûr. Très intéressantes. Alors, ma chère Lisa Mona, on va peut-être reprendre la date de naissance? Oui, je veux bien. Allez, la date de naissance. 15 février 64. 15 02 64. 64. Alors, quel est le domaine que vous souhaitez aborder ce soir? Alors, je souhaite faire au mois de septembre une formation. Oui. Je souhaiterais savoir si je vais pouvoir la faire. C'est une formation sur la nutrition. Ah, d'accord. Alors, elle se concentre sur la nutrition. Et est-ce que c'est une formation qui peut durer 6 mois ou 2 fois 3 mois? Alors, il y en a une autre qui pourrait... J'ai aussi une autre formation que je souhaiterais faire. Celle-ci, elle pourrait se faire, mais qu'en 2026. Oui. Et cette formation dont je vous parle, là, ne dure qu'une semaine. Ah, bon. Alors, vous allez la faire et puis je vois une belle réussite. Mais on m'envoie bien une formation qui va durer ou 2 fois 3 mois ou 6 mois d'un seul coup, en tout cas, sur l'année d'après. Ah oui, ça c'est super. Et ça sera en 2026 ? Ça sera sur 2026. Voilà, parce que je souhaiterais celle-ci aussi, oui, elle est aussi incertaine, mais bon, du coup, c'est une bonne nouvelle pour moi aussi, ça. Ça veut dire surtout que vous avez une belle réussite et que ça vous plaît.
Oui, celle-ci, c'est décoratrice d'intérieur. Ah oui, d'accord. J'aime bien. Mona Lisa. Non, mais je passe de Ah oui, ça n'a rien à voir entre Elle veut une tout faire. nutritionniste et décoratrice d'intérieur. Oui, parce que nutritionniste, c'est dans le cadre de... Je souhaiterais m'installer aussi en tant que thérapeute magnétiseuse et je voulais avoir un complément avec la nutrition. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire, ça aussi. Si, ça va se faire. En revanche, vous aviez aussi un désir de faire de la naturopathie. Oui, c'est un peu... Oui, aussi, oui. Mais naturopathe, c'est plus long, c'est 2 ans au moins. Oui, alors c'est pour ça, c'est pas ce que vous allez faire. Vous allez faire en fait un petit mélange de tout ça. Un bougli-bougla. Voilà. Oui. Vous allez arranger ça à votre sauce. Hein, peut-être Voilà, que c'est ça. vous allez nous inventer un nouveau métier. Voilà. Mais je vais pouvoir m'installer en tant que thérapeute aussi, enfin décoratrice, oui. thérapeute, enfin je voudrais toucher un peu à tout. Bref. En tout cas, je vois une très belle réussite. Ça, belle c'est la carte, chance. là, hein. Ouais. La chance. Et vous allez au bout de cette formation. Donc c'est très bien. Super. Et je vais réussir mon examen parce que j'ai eu un examen à la fin de la formation des 6 mois. Bah évidemment que vous réussissez, puisque je vois réussir et vous installer. Enfin, voyons. Oh, c'est super. Ça me fait du bien. Tant mieux. Bah, surtout, n'hésitez pas à nous faire le retour. Ah oui, à la rentrée, il faudra que. Oui, je n'hésiterai pas. Déjà au mois de septembre, après ma formation de septembre, et je vous referai un retour l'année prochaine. Quand vous allez redémarrer cette formation un peu plus longue. Ah, super. Oh, c'est super. C'est Bon. super. Je suis bien contente pour vous. Je suis bientôt à la retraite, donc j'ai un avenir. Moi, j'ai un avenir, mais il est derrière moi. Hein, mais c'est pas grave. Oui, vous n'êtes pas encore à la retraite, ma chère. Oh, je vais travailler jusqu'à ce que mort s'en suive, moi. Oui. Vous allez mourir sur scène. Je vais mourir sur scène, voilà. Mort d'une voyante en direct. Voilà. Et ben voilà, ma chère Lisa Mona. Merci à en vous. tout cas de nous avoir appelés. C'est moi qui vous remercie et passez de bonnes vacances. Merci, bonnes vacances. Oui. À vous aussi. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Cette chère Lisa Mona. Je l'ai appelée Mona Lisa, moi j'ai fait l'inverse, non? Et oui, justement. Son nom de trompée. profil, c'est Lisa Mona, c'est exprès, c'est inversé. Oui, et moi là, je l'ai appelée Mona Lisa. Bon, ben voilà, c'était donc notre consultation du jour. Et c'est l'heure de notre astro du jour. Ah, parfait. Et figurez-vous aujourd'hui, l'astro du jour, c'est quel signe? Le lion. Eh bien oui, nous allons parler des lions. C'est votre signe. Bon anniversaire. C'était hier. C'était hier, oui, c'était voilà. l'anniversaire de Gaël, hier, le 28. 44 ans, hein. Vous ne les faites pas? Non, je sais. Vous faites 22. Vous faites beaucoup plus. Alors, les lions, donc 23 juillet, 22 août, c'est un signe de feu. Oui, paraît-il. Gaïa la lionne, comme dirait notre ami Slim. Ah oui, à chaque fois. Alors, la planète maîtresse, évidemment, c'est le soleil. Ouais. Le signe opposé et complémentaire, c'est le Verseau. Et c'est un signe fixe, c'est-à-dire un signe de milieu de saison. Alors, le lion a toujours plus ou moins eu une image de superbe, de virilité, de sagesse, d'observation, de patience. Ça, c'est pour sa représentation. Il incarne donc le pouvoir et la justice. Oui. Alors, quelques mots de mythologie. La constellation correspondrait dans la mythologie grecque au lion de Némée, tué par Héraclès ou Hercule, cela dépend, lors du premier de ses 12 travaux. Il l'a littéralement écrasé. Zeus immortalisa la bête en constellation. D'accord. Alors, passons maintenant à ce qui est le plus important, intéressant, le caractère et personnalité. Alors, le lion symbolise, après vous allez me dire, bien sûr, oui, le lion symbolise la puissance, la royauté, il a le sens du commandement. Généreux, volontaire, dévoué, loyal, sincère, déterminé, courageux, autonome. Vous êtes d'accord jusque-là? Là, pour l'instant, que des qualités. Attendez, j'ai des défauts. Que je m'attribue. Alors, un défaut, on va voir si c'est vrai. Alors, il est égocentrique, réputé autocentré. Oh non. Colérique. Non. Impatient. Oui. Impulsif. Oui. Snob, arrogant, vaniteux, têtu et autoritaire. Non, pas du tout. Alors moi, je ne suis pas comme ça du tout. Et alors, je ne sais pas celui qui a écrit mes fiches, il l'a mis vraiment mais en gras surligné, un défaut très très en retard. Ah ben ça c'est vrai. Ça c'est vrai ça. On a un problème avec l'horloge. Ben, le lion,
Il a l'air puissant quand il se déplace, mais il est un peu mou quand même. Hein. Il a une Oui, force. il est tranquille, la force tranquille. Voilà, il n'est pas pressé d'arriver à l'heure, hein, parce qu'il sait qu'il va réussir. Oui. Il y va tranquille. Bon, alors Ça, c'est vrai. Bon, il y a quand même quelques défauts, j'avoue. Oui, quelques défauts qui sont vrais. Oui, Bon. de vrais défauts. Alors les lions, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots par rapport à ce que j'ai dit? Alors attention, il y a les lions hommes et il y a les lions femmes. C'est vrai, vous faites la différence. C'est pas la même chose. La lionne, comme moi, ce sont généralement des femmes très fidèles en amitié, en amour. D'accord. Et l'homme lion a souvent tendance à batifoler. Ah bon? Oui. Bon. Et il peut être très joueur. Joueur au jeu. Oui, au jeu. De gain. Oui. Au jeu. Au gueux. Il est un peu gueux, quoi, voilà. Et aussi, il peut être menteur. Ah, Beaucoup d'hommes comme lions par hasard, que je connais. c'est pour les hommes, ça Et n'est pas pour les femmes. C'est la parité. Ah bah, tiens. Ils ont plus de défauts que les femmes. Ça, c'est... Après, tout dépend de notre ascendant. Donc Et voilà, il y a ça, oui, aussi. C'est un peu trop Les général. ascendants, les maisons. Bien sûr. Donc ça, c'est notre spécialiste qui va en parler. Bien Alors, les sûr. signes compatibles, Verseau et Balance. Oui, c'est vrai. Je suis ascendant balance déjà. Ah, voilà. Et Verseau, oui, c'est vrai. Alors, en amour, on termine avec ça. Il est ardent, passionné, généreux et idéaliste. C'est un séducteur. C'est vrai. Vous êtes séductrice? Plus maintenant, mais je l'ai été. Quoi, plus maintenant? Je séduis faut Voilà, il faut séduire la caméra. Oui, voilà, par exemple. Mais nos pas, téléspectateurs. Pas sur un plan sentimental. Ah, c'est fini? Oh non. La boutique est fermée. Je suis à la retraite. Foutez-moi la paix. Ah oui, non. Mais quand j'étais jeune, oui. Et puis même dans tout ce que je fais, une façon de faire les choses dans la séduction, forcément. Oui. Pour aboutir à ses fins. Bon, très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les lions. Quelque chose à rajouter sur les lions? Oui, ils sont parfaits. Bon, est-ce qu'ils sont parfaits? Est-ce qu'ils sont aussi parfaits que ça? Eh bien, voyons la réponse de notre spécialiste, notre chère Angélique. C'est l'œil d'Angélique, comme chaque mardi. Elle nous fait le plaisir de porter un éclairage sur le sujet. Attention. Attention, je vais en apprendre des choses. Voici l'œil d'Angélique. Bonjour mon cher Franck et à toi Gaïa, une pensée toute particulière, je te souhaite un très joyeux anniversaire, une très belle année qui va être prometteuse à n'en pas douter parce que ça va être l'ère des lions pour un bon moment. D'ailleurs on va en parler des lions puisque notamment vous allez avoir plein d'informations dans mon livre, le manuel d'astrologie spirituelle qui est paru chez le Lotus et l'éléphant. Et nous allons parler aussi des transits planétaires pour tout ces mois d'été, donc juin, juillet, août. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous intéresser. On va parler d'abord des lions. Les lions, c'est un signe fixe, donc très conservateur, plutôt, qui ne lâche pas l'affaire comme ça facilement. C'est un signe de feu, donc qui va être assez extraverti, masculin, qui va aller vers l'extérieur. Il a du panache. Le lion, il est géré par le soleil. Son mot-clé, c'est joyeusement. Effectivement, on n'aime pas se plaindre les lions, ils n'aiment pas les gens qui se plaignent. Vénus en lion, par exemple, a la vocation d'aimer joyeusement. Donc, si vous rencontrez un lion qui a Vénus dans son signe, ça va être super. Mars en lion, par exemple, ça va être comment vous allez combattre joyeusement. Le lion a le sens du commandement, on le trouve très souvent chez les chefs d'entreprise. Il est courageux, il est digne, il est ardent, sincère, généreux, optimiste, capable de se sacrifier pour faire passer les autres avant lui. Il est dévoué, le lion, mais attention, si vous lui offrez un cadeau, il faut que celui-ci soit à la hauteur de l'emballage. Contrairement au poisson à qui, si vous faites un cadeau, il est touché par cette attention. Le lion, pas du tout. Donc, attention. Si on prend un caractère un peu dans les romans, le lion, ce serait le capitaine James Kirk dans la série Star Trek, par exemple. Dans sa version négative, il est snob, arrogant, vaniteux, orgueilleux, têtu, autoritaire. C'est un joueur invétéré et un spéculateur. Ce serait, si on prend un personnage de film, ce serait Gordon Gekko dans le film Wall Street. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est le 5e signe du zodiaque. Donc il est en analogie avec la maison 5, c'est-à-dire la créativité, nos créations personnelles aussi que sont nos enfants. Mais ça va être aussi le joueur, ça va être les plaisirs, les relations amoureuses, le jeu, les spéculations, les comédiens aussi et le sport. Dans les endroits où on peut trouver le lion, évidemment, on ne fait pas semblant. On est beau ou on n'est pas beau, on a du panache ou on n'en a pas.
C'est les palais, les châteaux, les maisons de jeu, bien sûr, les boîtes de nuit aussi, les fourneaux, les poêles, les solariums. Parmi les objets, ça va être les montres en or, ça va être les alliances, les décorations et surtout les insignes, l'honneur. Les expressions se battre comme un lion, c'est-à-dire mettre toutes ses forces dans un combat pour arracher la victoire. Ça va être aussi tout ce qui brille n'est pas de l'or, être sur ses gardes et ne pas se fier aux apparences. Voilà, vous retrouvez toutes ces informations dans mon livre. Et puis nous allons parler des transits planétaires pour cet été. Le 9 août, la pleine lune a lieu en Verseau. Le soleil est donc en Lion, bien relié à votre maison 10, c'est-à-dire l'identité sociale. Donc vous avez la possibilité d'attirer l'attention d'une personne dont la situation est importante. Ça peut être aussi une rentrée d'argent qui est liée à votre carrière et qui vous donne le sourire. Vos amours continuent à être idylliques. Le 23 août, la nouvelle lune est en Vierge. Votre situation financière est plutôt florissante, mais vous souhaitez un changement, soit de lieu de vie, soit vous devez assumer une responsabilité familiale, ce qui vous pose un défi d'organisation. Vous avez le sens des responsabilités, mais pensez aussi à vous préserver des temps de repos. Si vous voulez en savoir plus, vous avez beaucoup d'informations dans mon livre, le manuel d'astrologie spirituelle, et vous pouvez me retrouver sur mon site angélique.fr. À très vite pour une prochaine émission. D'illustres sculpteurs et architectes feront de ce lieu un véritable musée dès le 19e siècle. On y trouve une grande variété de typologies de tombeaux, de styles d'architecture, de matériaux et de techniques. Alors les tombes gothiques se mêlent aux caveaux haussmanniens, aux créations sobres et aux mausolées antiques. Des sculptures, des chapelles et même un sphinx ailé complètent la liste. Alors, la partie romantique, comme on l'appelle, du cimetière, soit environ la moitié de la superficie totale, constitue un site classé depuis le 17 décembre 1962. Alors au fil des années, le cimetière du Père-Lachaise est devenu le dernier lieu de repos de nombreuses personnalités de renom, attirant l'attention du public et des médias. Écrivains, artistes, politiciens, personnages historiques célèbres y sont inhumés. Apollinaire, Balzac, Barbus, Beaumarchais, Sarah Bernard, Claude Chabrol, Champollion, Frédéric Chopin, Colette, Courteline, Alphonse Daudet, Alain Decaux, Eugène Delacroix, Pierre Desproges, Annie Girardot, Félix Faure, Jules Geoffrin, Alexandre Ledru-Rollin, Jean de La Fontaine, Molière, Georges Bizet, Michel Blanc, Georges Méliès, Sylvia Montfort, Yves Montand et Simone Signoret, Guy Moquet, Alfred de Musset, Gérard de Nerval, Édith Piaf, beaucoup d'autres. Alors, ma chère Gaïa, on va terminer avec un petit jeu. On vient de voir donc toute une série de tombes de célébrités et de personnalités qui sont ici au Père-Lachaise. À votre avis, quelle est la tombe la plus ancienne ? Oh là là, on l'a dit déjà. On l'a dit, c'est le couple légendaire voilà. qui a été donc installé ici, le couple légendaire du Moyen-Âge, Héloïse et Abélard, dont on a parlé en début d'émission, qui est donc est en division numéro 7. Quelle est la tombe la plus haute ? Alors peut-être que vous ne pouvez pas me donner le nom, mais à votre avis, la hauteur ? Aucune idée. 22 mètres. 22 mètres 22 mètres, c'est la tour la plus haute de Paris même. Ah d'accord. La tombe la plus haute. Il doit être nombreux là-dedans, non ? Eh bien non, il est tout seul. C'est un historien et homme politique, c'est Félix de Beaujour, né Louis-Auguste Ferris, qui est en division 48. Alors l'intérieur est entièrement décoré. On doit cette tombe en forme de cheminée géante à l'architecte Cendrier, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Alors c'est un homme de lettres, consul, diplomate. Il obtient le titre de baron de Beaujour en 1818 par Louis XVIII et il transforme alors son patronyme Ferris en prénom Félix et il adopte le nom de Beaujour. Donc c'est la tombe la plus haute, 22 mètres. Oui, alors 22 mètres, il faut quand même avoir un ego surdimensionné. Il y en a ici parce qu'il y en a des tombes assez spectaculaires. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Eh oui. Alors là, ça va vous intéresser. Ça ferait des logements en plus quand même. Eh bien oui. Quelle est la tombe la plus fleurie et par ailleurs la plus spirituelle du coup, à votre avis ? Celui que c'est votre ami.
Kardec. Allan Kardec, absolument. En division 44, il est. Alors, considéré comme le père du spiritisme, Allan Kardec repose sous un dolmen de granit, l'une des plus populaires et des plus fleuries du cimetière. C'est C'est incroyable. incroyable ça. Eh oui, oui. La partie supérieure du dolmen est gravée de la devise « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi ». Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, je suis assez d'accord Ah, là-dessus. vous êtes d'accord avec Allan Kardec? Parce qu'on peut renaître pour s'améliorer. Mais D'accord. comme je le dis toujours, on n'a pas de preuves. Bon. Alors au centre se trouve un buste en bronze d'Allan Kardec, lui-même œuvre de Paul Gabriel Capellaro, et dont la stèle stipule « Tout est fait à une cause, tout est fait intelligent à une cause intelligente, la puissance de la cause est en raison de la grandeur de l'effet. » Oui. Oui. Oui, là, je peux être d'accord quand même. Bon, ça va. Philosophes, pédagogues, médiums en recherche d'inspiration viennent régulièrement se recueillir et toucher le monument et son buste qui conférerait des pouvoirs mystiques. Ça, vous n'y croyez pas du tout. Pas du tout. Comme l'avait prédit Kardec avant sa mort, les plus fervents admirateurs du théoricien français croient dur comme fer que la tombe aurait le pouvoir d'exaucer les souhaits. Non. C'est des fétichistes, hein. Ah bah oui. N'importe quoi. Alors ici au Père-Lachaise, il y a Allan Kardec, mais il y a aussi notre chère Marianne Lenormand. Ah, mais Et oui, oui. elle est en division numéro 3. Alors sur sa tombe, comme vous pouvez voir sur les images, il y a des personnes qui sont venues déposer des cartes de tarot. Ah, c'est marrant Ouais, ça. c'est marrant. Voilà, donc notre chère Marianne Lenormand qui est également ici au Père-Lachaise. Alors quelle est la tombe la plus émouvante, poétique, romantique? Alors je vous pose la question, mais je pense que vous ne pourrez pas la trouver parce que ce n'est pas une personnalité pour le coup, mais cette sépulture vaut le détour. C'est Fernand Arbelot. Il fut directeur de la Banque continentale de Paris et à sa mort, il sera inhumé à Rueil-Malmaison puis transféré au Père-Lachaise à la mort de sa femme. La particularité de cette tombe nous montre un homme gisant tenant dans ses mains le visage de sa compagne. On peut y lire l'épitaphe suivante: ils furent émerveillés du beau voyage qui les mena jusqu'au bout de la vie. Ah, c'est beau. C'est beau, hein? Ah, oui. Voilà, si vous voulez découvrir cette tombe, elle est en division 11. La tombe qui fait l'objet d'un culte porte-bonheur. Alors, c'est un des monuments aujourd'hui les plus visités. En division 92, journaliste d'opposition Victor Noir est tué le 10 janvier 1870 lors d'une altercation avec le prince Pierre Bonaparte, le cousin de Napoléon III. Ses obsèques réunissent plus de 100 000 personnes. Il devient le symbole de la répression de l'Empire face à la lutte pour la liberté. Le sculpteur républicain Jules Dalou édifie à sa mémoire en 1891 un corps de bronze du défunt pour orner sa tombe, ne laissant aucun détail au hasard, comme par exemple une représentation très généreuse de ses attributs. La légende veut qu'en frottant le gisant, surtout à l'endroit du sexe, on recouvre la fécondité ou virilité. Un culte sexuel se substitue définitivement au culte politique, malheureusement, à partir des années 60. Comme quoi, hein, tous les chemins mènent à Rome. C'est une histoire incroyable. Je peux aller le voir, hein, finalement. Il n'est pas très loin, il est juste derrière. Alors la tombe la plus insolite, en division 89, un célèbre auteur, Oscar Wilde. Ah, il est enterré là. Et oui, Oscar Wilde, on va aller voir tout à l'heure. En division 89, l'œuvre baptisée Flying Demon Angel, ange démon volant, a été créée par le sculpteur anglo-américain Jacob Epstein. Alors ça a été taillé dans un bloc de 20 tonnes de pierre de Hopton Wood, importé d'Angleterre. Elle représente une figure ailée, stylisée, puissante, entre sphinx et ange, censée incarner l'élan vital et la libération de l'esprit en rupture avec l'esthétique funéraire classique. C'est vrai que ça sort de l'ordinaire. La sculpture fit scandale à son installation, évidemment. Le réalisme, pareil, du sexe de l'ange choqua les autorités françaises qui exigèrent qu'il soit recouvert d'un voile, voire mutilé. C'est dire, certains admirateurs et admiratrices du poète ont décidé de lui rendre hommage en déposant un baiser au rouge à lèvres sur l'imposant sphinx, au point de l'abîmer. Au fil du temps, et oui, le bloc de pierre recouvert de rouge se dégrada. On apposa alors en 2011 des grandes parois de verre autour de ce dernier. Ça n'empêche pas, j'ai assisté à une scène tout à l'heure en filmant les images, de continuer à voir des admiratrices déposer un baiser sur les parois de verre directement. C'est hallucinant. Ouais, mais les gens sont bizarres. Hein. Les gens sont bizarres. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors que tout est dans l'esprit. On n'a pas besoin d'aller embrasser une tombe ou de mettre sa main sur une église pour être exaucé et être écouté. Eh oui. Allez, on termine avec la tombe la plus visitée. À votre avis? Aucune idée non plus. C'est un chanteur de rock, en tous les cas un musicien. C'est l'icône de rock des Doors, Jim Morrison. Ah, Jim Morrison, il est là aussi. Bien sûr. Ah, je l'adorais. C'est un lieu de rassemblement pour les fans de musique du monde entier. Il est en division 6. Alors, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, comme on pourrait dire cette tombe, Et mais lui, c'est le symbole. On peut pas lui tripoter les... Non, parce qu'en plus, elle est... Ah, c'est dommage, je l'aimais bien.
En plus, elle est presque inaccessible parce qu'elle est protégée. Elle est protégée, ouais. Donc on a du mal vraiment à être dessus. Mais en tous les cas, c'est la tombe numéro 1, la tombe la plus visitée dans notre top 10. Ensuite, il y a Oscar Wilde en 2, Frédéric Chopin, Edith Piaf, Allan Kardec, donc, qui est quand même bien classé, Marcel Proust, Héloïse et Abélard, donc nos deux amoureux, Balzac, Molière, Jean de La Fontaine, Sarah Bernard, Georges Bizet, Camille Pissarro, Alfred de Musset et Guillaume Apollinaire. Que des stars. Que des stars, c'est notre top 15. Voilà. Peut-être que j'y serai un jour. Hein. Qui sait? Qui sait, faudra m'amener des fleurs, hein, parce que j'aime bien les fleurs. Bon, en attendant de vous envoyer, on va pas me tripoter les nanas. Hein. De vous offrir des fleurs, on va vous souhaiter une bonne semaine. Bah oui, on se retrouve aussi. la semaine prochaine. À la semaine prochaine, avec Merci plaisir. En tous les cas. À mardi, Gaïa. À mardi, au revoir. Voyance Vacances numéro 5, clap de fin, ainsi se termine notre émission. Merci de nous avoir suivis. Alors on se retrouve mardi prochain à 19h. Au programme, il y aura la question du jour notamment, il y aura le sujet astro avec l'œil d'Angélique bien sûr, et puis notamment histoire de voyants, les voyants dans l'histoire. Sans oublier notre chère Gaïa Minkela qui sera présente pour la consultation du jour. voyagevoyancetv@gmail.com pour nous envoyer des messages. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des messages sur nos réseaux sociaux. Alors bien sûr YouTube pour notre chaîne Voyage Voyance TV, mais aussi Instagram, Facebook et TikTok pour les replays. Abonnez-vous, likez, c'est important. Merci à vous. Alors si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Gaïa qui continue ses consultations en cabinet, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle par téléphone au 07 64 35 77 03 ou par mail contact@teamgaiavoyance.com. On termine comme d'habitude avec la citation du jour. Rien de grand n'a jamais été accompli sans enthousiasme. C'est Ralph Waldo Emerson, essayiste américain du 19e siècle, qui l'a dit. Merci à tous, bonne soirée, bonne semaine. On se retrouve mardi prochain. Soyez spirituels, mais pas trop. Bonsoir et bonnes vacances chez vous.